Bienvenue au Festival des Docs de Noirmoutier, pour ceux et celles qui n'étaient pas encore venus précédemment. Donc je suis Cécile, je travaille dans l'équipe de programmation des Docs. Et donc on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Nicolas Peduzzi, ici présent. Donc on va faire un échange avec lui. Je vais lui poser des questions sur son travail de documentariste principalement. Et puis après, il y aura un temps où vous pourrez aussi poser des questions, parce que j'imagine que vous avez plein de questions à lui poser aussi. Voilà, donc on va séparer le temps en deux comme ça. Voilà, donc bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous pendant le festival. Donc on t'a choisi comme parrain, c'était pas anodin pour cette édition du portrait. Tes films sont des portraits, voilà, tout simplement. Avant-hier, on a vu Et à limite. Hier, on a vu Southern Belle. Ce soir, on verra Ghost Song ensemble. Est-ce que, toi, ton idée à la base, c'est vraiment de faire des portraits. Tu dirais que c'est plutôt les personnes qui t'intéressent ou qu'est-ce qui te guide pour faire ces films? Avec Southern Belle, c'était vraiment un portrait. C'est le mot qui m'est venu assez vite à l'esprit, le film qu'on a vu hier. Ensuite, après, c'est beaucoup des rencontres, des hasards, des amitiés, souvent, qui font que j'ai envie de passer du temps avec des personnes. Pour être à limite, c'était un lieu, Beaujon, qui est un hôpital à Paris Clichy, où mon père avait été transplanté dans les années 90. Je lui avais sauvé, il y a eu une transplantation du foie. Et donc il avait été sauvé par ça, par l'hôpital public, le service public. Et je voulais retourner dans ce lieu-là pendant le Covid. Et d'abord c'était l'endroit qui m'a intéressé. Je voulais y aller avec ma mère qui est photographe, qui a été photographe de guerre. Donc il y avait cette idée-là, plus qu'un portrait, c'était un portrait de l'hôpital du service public. Et après, une fois que j'ai rencontré Jamal, mais c'était au bout de 2 mois, j'ai flashé sur sa façon de faire, sur sa personne, le côté entre guillemets romanesque qu'il peut avoir dans son parler, son verbe, etc. Et donc là, ça s'est resserré sur un portrait. Mais c'est vrai que c'est le seul film où vraiment je l'avais réfléchi en amont comme un portrait, c'était Southern Belle. Après, pour Ghost Song, c'est vraiment la ville qui m'intéressait de Houston, où j'avais passé du temps vécu. Voilà. Et donc, pour Southern Belle, tu dis que c'est vraiment plus un portrait parce que c'était tout tourné autour de Taylor. Et donc, elle a aussi participé au film directement dans l'écriture, en fait. Ce que j'aime, moi, avec le documentaire, c'est qu'à un moment, tu t'es forcément, d'une certaine manière, direct ou indirect, quand tu filmes, tu n'as plus d'emprise sur ce que tu vas filmer. Et elle voulait vraiment que le film aussi, comme moi, que le film oscille entre la fiction et le documentaire. Donc il y avait vraiment des choses où on s'est dit on va écrire une voix off, on a écrit ensemble, elle a réécrite. Il fallait que ça soit très lu, comme ça, comme un truc de fiction. Et ouais, pour moi, c'est forcément un peu. Il y a quelque chose de. Mais c'est ça qui me fait. Ça que j'aime, qui est plaisant, c'est qu'il y a un côté collectif, il y a un côté jeu, il y a un côté enfantin aussi à faire des films comme ça en groupe. Bon, là, sur Southern Belle, ouais, elle a vraiment participé, elle est co-créditée à l'écriture, quoi, contrairement aux autres films. Donc là, il y a vraiment un truc où elle était partie prenante du film, mais ça s'est pas fait tout de suite comme ça. C'est petit à petit où je l'ai intégré, je me suis dit, en fait, c'est ton histoire, c'est ta vie, quoi. C'est ta voix off, c'est toi qui me raconte les trucs, qui m'amène. Elle était vraiment moteur de tout. Enfin, elle avait envie de me montrer ça, je pense. Comme la chasse, tout ça. Enfin, voilà, montrer d'où elle venait, enfin, d'où elle vient vraiment. Et ce que ça représente aussi d'être dans ce monde, d'être né dans ce monde-là, l'enfermement que ça peut être. Et c'est ça qui m'avait beaucoup touché chez elle. Et c'est ce qui m'avait touché aussi, c'était que je l'amenais dans mon milieu qui est très différent du sien. Et les préjugés auxquels elle a été confrontée tout le temps en tant qu'américaine, blonde, comme ça, un peu avec son aspect. Au début, on le voit un peu dans le film, ce côté un peu Paris Hilton. Moi, j'ai vu un peu que son excentricité pouvait être vraiment jugée par les gens autour de moi, des proches, des gens que je pensais ouverts d'esprit. Et là, pour moi, ça a été vraiment un truc frappant de voir à quel point aussi, quand on est un peu dans les marges,
Donc on rentre pas dans certains codes comme ça de plein de milieux qui sont cloisonnés. Voilà, donc il y avait quand même un truc un peu aussi de montrer ce que c'était aussi ça, que aussi moi je suis privilégié non seulement par mon milieu, mais aussi par de pouvoir penser comme je pense et pas être né à Houston, ville où l'aéroport s'appelle George Bush, où il n'y a pas de culture, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas d'endroit comme ici, il n'y a pas de festival, il n'y a rien. Et d'être comme Taylor, c'est-à-dire qu'une personne qui a un contre-courant au milieu de ça, c'est quand même déjà pour moi admirable en fait de réussir à sortir de ça alors que tu es vraiment enfermé dans ce monde-là de hyper réac qui est en fait là on voit vraiment c'est au tout début, c'est avant même que Trump soit élu. Donc c'était hyper important pour moi de faire un portrait sur elle quoi, à ce moment-là de sa vie. C'est super fort parce que Southern Belle, le titre, c'est toi qui l'as trouvé? Parce que donc ça veut dire la belle du Sud. C'est ça la traduction, c'est le terme qu'on donne aux jeunes femmes blanches, blondes comme ça au Texas. Et ça, c'est toi qui l'as posé dessus comme un truc un peu ironique, quoi? Exactement, c'était déjà l'envie de déconstruire cette image-là, de pousser les clichés, de montrer aussi à quel point, en fait, souvent, tout à l'heure, on en parlait au déjeuner, on disait ce truc de David, l'oncle, qui est très en représentation, mais en fait, il est nourri aussi par tout un cinéma, par tout un imaginaire, et il s'est construit, parce que là, j'ai fait un autre film et il est dedans aussi. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que toute sa construction, son théâtre, le show en fait, ça vient de traumas horribles au sein de son église, de viols, Et donc, tu comprends qu'en fait, il me dit, moi, les premiers trucs, c'est que j'écoutais Elvis, c'est le seul truc qui m'a sauvé, c'est les films de cinéma, c'est les trucs de mafieux. Et donc, voilà, tu te comprends aussi petit à petit aussi certains clichés qui sont poussés à l'extrême, et c'est à quel point aussi on est nourri par ça, par les séries, par aujourd'hui les réseaux. On en parlait tout à l'heure aussi au déjeuner avec Émilie. Et on se disait qu'il y a aussi ça, une espèce de mise en scène permanente. On n'est plus jamais, on voit aussi que la caméra presque à un moment... là, dans Southern Belle, on le voit plus qu'ils se mettent en jeu quand il y a la caméra, mais moi, je me rends compte à quel point maintenant, en fait, les gens, presque ça n'existe plus. Là, le dernier tournage que j'ai fait au Texas, mais même en France, c'est un moment, on est tellement habitué à être observé tout le temps que ça fait partie du truc, quoi. Mais c'est très intéressant, justement, ça fait penser à toi, ta posture en tant que documentariste. Je ne sais pas comment tu te positionnes, parce que tu dis, voilà, pour Southern Belle, en fait, c'est elle qui t'a guidée, c'est elle qui t'a amené dans son monde, et toi, tu étais un peu là à la suivre, en fait. Donc, c'était pas du tout toi qui étais en chef de rang, quoi. C'était toi qui la suivais. Tu dirais que c'est ça aussi pour tes autres films? Tu suis les personnes et tu te laisses happer dans un milieu, en fait? Ouais, je pense que je me laisse un peu happer. J'essaie de construire. Maintenant, j'essaie de plus en plus de quand même essayer de cadrer, de construire un cadre, parce que c'est pas, ça te laisse pas indemne de faire, de passer du temps comme ça. Moi, en plus là, c'est vraiment particulier parce que c'était une histoire d'amour. C'est quelqu'un après avec qui j'ai été très proche. Donc dans Southern Belle, c'est vraiment le film avec lequel j'avais le moins de recul. J'ai après vraiment pris une caméra pour la première fois à ce moment-là. Je venais d'un milieu très très lointain du documentaire, donc j'y suis arrivé hyper vraiment sans protection, tu vois, sans recul. Quand on a monté le film avec mon monteur, on sortait de réhab aussi, donc c'est vraiment un film sur des drogués, par des drogués à ce moment-là. Donc il y a le côté où je vois en voyant le film hier, je l'avais pas vu depuis 10 ans, je me dis putain, en fait on était complètement défoncés, pas défoncés parce on sortait de réhab, mais on était complètement en obsession quoi, avec ce qu'on voyait. C'était un truc aussi où on a besoin, pardon je te cite tout le temps Émilie, mais on en parlait tout à l'heure, il y a un truc que tu vas chercher dans les films et chez les personnes que tu filmes pour aller soigner quelque chose, ou pas soigner, ou pas aller chercher quelque chose. Il y a vraiment un truc à un moment instinctif, inconscient qui te pousse, qui t'attire, et c'est comme une obsession. Et on le voit, la répétition sur la drogue dans le film, etc. C'est aussi parce que on était vraiment des persos
Après, on nous voit moins, on voit un tout petit peu dans le film, mais voilà, il y a beaucoup moins de recul qu'aujourd'hui quand je fais des films, quoi. Oui, c'est ça. Là, tu dirais qu'aujourd'hui, tu as plus une position de distanciation par rapport à tes sujets, alors qu'avant, tu étais avec eux, en fait. Et tu filmes quelque chose comme un témoignage d'une époque, de ton époque et de ta vie, quoi. Tandis qu'aujourd'hui, tu es plus en retrait, par exemple, pour État Limite, où là, tu viens vraiment derrière Jamal, qui, lui, est au cœur de l'hôpital, quoi. Bah ouais, je pense que à travers Taylor et avec elle, on a raconté un truc de notre époque, de notre vie, et très très différente, mais en même temps très semblable. À ce moment-là, je pense que moi, elle me touchait énormément, mais pour plein de raisons aussi, parce que c'est des choses qui me parlaient, de toujours se sentir exclu, même au sein de sa propre famille, tu vois. Ça, c'est un truc vraiment qui m'intéressait chez elle et qui me touchait fortement, de se sentir la personne étrange, un peu atypique, neuroatypique, toujours dans les endroits. Et en fait, c'est ça aussi, je pense, c'est parce qu'on se comprenait, quoi. C'était comme une sœur. Et donc voilà, c'est ça qui m'avait touché. Mais avec Jamal, je suis allé voir. En fait, je pense que si j'ai fait 10 ans de thérapie, c'est con. Et que du coup, je suis allé voir de plus près ce que c'était aussi d'être psychiatre. Et aussi la rédemption de la figure du psychiatre. Parce que moi, j'ai connu la psychiatrie jeune fort. Et du coup, là, de voir un psychiatre, pas que j'ai rencontré des psychiatres particulièrement clichés ou comme enfin, ce qu'on peut rencontrer des gens très bien, mais là, de voir un psychiatre jeune, qui avait une façon de faire, une façon de parler, en tout cas de poser des mots, d'expliquer, pareil, c'est quelque chose qu'on va chercher. Et voilà. Ça, c'est vrai que mais finalement, bon, bah, au fond, c'est quand même les mêmes sujets, c'est les addictions, c'est l'enfermement, c'est la répétition, c'est les boucles, etc., quoi. Oui, c'est pas anodin que tu ailles voir Jamal, parce qu'au final, les personnes qu'il rencontre, c'est aussi les personnages de tes films, en fait. Enfin, c'est des personnes très seules. Mais lui aussi, il est vraiment très seul. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, alors, au début, je me suis dit, ce mec va pas bien. Et après, j'ai compris que c'était psychiatre. J'ai dit, ah merde. Ouais. Et d'ailleurs, Jamal, dans le film, on voit qu'il utilise le théâtre, il utilise un peu des méthodes comme ça pour mettre les gens à l'aise et pour avoir leur confiance. Toi, tu dirais que tu t'y prends comment, par exemple, pour entrer dans le monde des gens de manière aussi intime et de les laisser totalement se délivrer devant toi? Bah, finalement, j'ai fait que. Enfin, là État Limite, c'est mon 3e film, donc c'est que la 3e fois, c'est pas énorme. En fait, mais je pense que c'est vraiment assez con. Hein. C'est des trucs tout simples. C'est d'être curieux. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est des rencontres, c'est aussi un échange, c'est beaucoup de discussions au début avec Jamal, comme avec Alex qui est dans Ghost Song, la rappeuse. Au début, c'est elle dans Ghost Song, le film que vous verrez tout à l'heure, c'est elle qui est venue me voir. Et Alex, donc Bloodbath, aka Bloodbath, c'est elle qui est venue me voir parce qu'on se baladait dans un quartier d'Houston qui s'appelle le Third World, qui est un quartier assez historique pour la musique là-bas, et qui venait DJ Screw, plein de gens quand même importants. Et c'est elle qui est venue me voir, qui m'a demandé, parce qu'on avait j'avais une caméra, je faisais des repérages pendant Saint-Denis d'ailleurs. Et c'est elle qui m'a dit, est-ce que tu pourrais pas me faire un clip et tout, et non, je lui ai dit non, à ce moment-là je peux pas, mais elle m'a demandé mon numéro, elle m'a appelé le lendemain, et comme ça, quoi, des rencontres. Mais je pense que c'était vraiment d'être ouvert. Moi, j'ai pas du tout fait d'école de ciné, donc j'ai beaucoup traîné dans plein d'endroits, dans des bars, dans des trucs comme ça, et du coup, j'ai ce truc-là depuis toujours de parler avec les gens dans la rue, de me faire des potes dans des bars et tout. Donc je pense que dans le documentaire, c'est un bon atout quand tu fais des docs. C'est l'humanité, quoi. On en revient toujours là. C'est un truc de rencontre des humains, et c'est ça qui transparaît à l'image aussi. Là, on voit que les personnes, c'est ce qu'il y a de plus important dans tes films. Après, tu dis, ouais, il y a la ville aussi. Donc Houston, pour toi, c'est quoi en fait? J'ai l'impression que c'est un truc un point cardinal dans tes films, mais aussi dans ta vie. C'est tout simplement parce que j'ai commencé à faire du cinéma là-bas, et par hasard, un peu par rencontre, que j'ai vécu là-bas,
j'ai créé des liens forts avec des gens qui sont devenus des amis, qui sont encore. Là, dans Southern Belle, il y a Nate qui est décédé il y a 6 mois qu'on voit, c'est le mec avec le gun qui se drogue tout le temps, qui est mort, mais c'était devenu un ami à un moment. Et pareil, Will, qu'on voit aussi dans Ghost Song. Taylor, on est toujours amis, on se parlait hier. Et c'est des gens que je vois régulièrement. Ouais, quand tu as vécu dans le j'ai créé j'ai eu des amitiés étrangement assez fortes avec des gens de Houston. J'aurais jamais imaginé, je me suis retrouvé par hasard, que cette ville, en fait, ouais, elle n'est pas si conservatrice que ça, parce que c'est quand même une ville démocrate, mais dans un état très conservateur qu'est le Texas, où il y a encore la peine de mort, c'est un des endroits où on exécute le plus aux États-Unis, encore aujourd'hui, depuis 100 ans même. Et donc, il y a des îlots, en fait, d'endroits. Taylor, c'est juste une personne à l'intérieur de ce, mais il y a des îlots. Il y a un quartier à Houston qui s'appelle Montrose, qui est un des plus vieux quartiers LGBT punk des États-Unis, des plus grands quartiers, qui est bizarrement à Houston. Donc, il y a un truc de cette ville. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a toute la scène de hip-hop très punk, qui est née dans les années 90 là-bas. Donc cette ville-là me fascine pour ça. C'est que c'est une ville complètement enfermante, où il ne se passe pas grand-chose, mais en même temps avec des artistes fous comme Black Hole Cap, DJ Screw, des gens complètement libres, punk, avec une espèce de liberté de DJ Screw qui faisait des mixtapes, qui les vendait dans la rue en ralentissant le son. Les gens lui disaient « mais c'est quoi ce que tu nous fais écouter ? On dirait que ta cassette est un problème. » Et en fait, tu vois, les gens... En fait, ils ont des styles très très indépendants. Et bizarrement, je sais pas, je pense qu'il y a un truc aussi dans les villes où tu as une espèce de climat très fort, comme quand en Italie, à Naples, tu as le volcan. Et donc, du coup, ça crée une originalité, un truc excentrique et un truc créatif chez les gens, une vitalité assez étrange. Et à Houston, moi, j'ai retrouvé ça, mais pas partout. Hein. Après, tu sors un peu d'Houston, tu es dans des réalités complètement différentes de trucs que j'ai pu rencontrer. Ouais, la musique, elle habite complètement la ville et pas que les musiciens. Du coup, les personnes de tes films sont tout le temps en train de chanter aussi, que ce soit le karaoké dans Southern Belle ou Dave qui se met à chanter. Bah, vous le verrez dans Ghost Song quand ils se disputent et ils chantent en même temps. La musique, c'est un truc qui habite la ville et qui les répare aussi. Enfin, c'est un peu leur manière à eux je sais pas, de se sentir en vie, quoi, avec cette espèce d'ambiance mortifère constante. Et il y a une tension aussi qu'on sent dans tes films et dans la ville, une tension de mort, mais une tension aussi électrique avec les ouragans en permanence. C'est la ville des ouragans. Il y a un peu un truc apocalyptique et qui ressort aussi beaucoup dans tes films. Et ça, c'est quelque chose que tu mets en valeur au niveau de la musique, mais aussi dans le montage. Et aussi le fait qu'il y ait beaucoup de scènes de nuit. Enfin, il y a vraiment un côté, l'impression de sortir d'un rêve à chaque fois. Ça, c'est un truc conscient ou tu t'en rends compte à la fin que tu as fait ça, quoi? Bah, je suis un peu drama queen, donc il y a le côté... j'ai grandi dans mon père est toujours décorateur d'opéra et de théâtre, donc il y a toujours le truc entre la vie et la mort, un peu cliché, un peu exagéré, et comédie italienne aussi. Qui m'intéresse et c'est un des trucs que je cherche aussi, que je recherche aussi dans l'atmosphère chez les gens et dans ce que je filme. Du coup c'est sûr qu'à Houston, du fait que ça soit construit sur la ligne des ouragans, que ça soit au milieu des raffineries et tout ça, il y a quelque chose qui raconte aussi de notre société qui est nourrie par le pétrole, géré, organisé par le pétrole et qui est en même temps en train de... ce qui fait que... En plus, ce qui est étrange avec Houston, c'est que c'est vraiment la ville où il y a le plus de raffineries. Je pense que 30% des raffineries américaines sont au Texas. Et c'est un des endroits qui est les plus fragiles en termes de catastrophes climatiques. Parce qu'ils sont vraiment avec des infrastructures sur la côte du Golfe et tout le temps... proie aux ouragans, etc. Donc il y a ce truc-là aussi qui est étrange de résultats des politiques qui sont organisées avec le pétrole depuis assez longtemps maintenant.
Et donc ce truc-là aussi, qui est un énième truc, une contradiction qu'on peut retrouver là-bas. Ouais, c'est ça, c'est une ville de contradictions et puis un fort capitalisme avec une pauvreté catastrophique. Et, euh, et justement, parle-nous un peu de ton nouveau film là, que tu es en train de faire en ce moment. C'est aussi en rapport avec la ville de Houston, du coup. Et tu parles aussi de l'énergie et euh, de l'électricité, enfin de tous ces aspects-là, de raffinerie, de toute l'énergie qui au final, enfin tout est là-bas, mais en fait il n'y a rien, quoi. Tout est là, mais personne n'y a accès en fait. Donc c'est un peu les États-Unis, quoi. Enfin c'est eux qui ont le plus et en fait c'est eux qui ont le moins. C'est les États-Unis, mais c'est aussi l'Europe. Moi, quand je vois Houston, je vois vraiment Houston, mais je vois aussi cette idée d'énergie qui irrigue un peu partout. Toutes les guerres qui sont en train de se passer aussi, il y a toujours un lien direct ou indirect avec ça, avec le pétrole, depuis toujours. Tu vois à quel point, en fait, il y a un monopole sur l'énergie, sur l'extraction dans cette vie, et qui aussi est né vraiment proche du Texas. Je ne sais plus si c'est exactement au Texas, mais c'est dans ces endroits-là. C'était vraiment à la base aussi des fermiers qui ont trouvé un puits de pétrole, et ensuite c'est devenu quelque chose de comme ça, de gigantesque, qui contrôle un peu tout, quoi, tout notre quotidien, notre vie. Et là, sur le nouveau film, c'est un peu ça, mais c'est une articulation entre l'énergie, le pétrole et l'influence que ça a sur nos vies, mais j'essaie de le faire d'une façon un peu sonore, parce qu'il y a aussi je filme un musicien qui fait de la noise là-bas, et qui vraiment, lui, a grandi autour des raffineries. Et qui a une musique un peu punk noise, vraiment à la lignée, avec quand même des paroles un peu hip-hop. Voilà, et aussi je suis un peu des pétroliers, mais des gens aussi qui vont piquer de l'énergie, piquer de l'électricité dans les raffineries. Voilà, donc c'est un film qui s'articule autour du pétrole et du bruit. C'est aussi un peu ce qu'on va retrouver dans Ghost Song que vous allez découvrir tout à l'heure. Et ça me fait le lien avec la musique qui est super importante dans tes films. Dans Ghost Song que vous allez voir, donc tu as choisi de faire jouer le musicien Jimmy Woo. Donc c'est un ami à toi. Donc tu peux nous parler un peu plus de cette collaboration parce que voilà, donc la musique est comme un personnage à part entière dans chacun de tes films. Et c'est un peu aussi ce qui te fait rencontrer les gens au final. Quand tu vas dans des concerts où tu allais chercher des vinyles et c'est là que tu es tombé sur. Enfin, tu cherchais des vinyles de DJ Screw, et du coup tu as rencontré Bloodbath. Enfin, c'est à chaque fois ton guide en fait de chaque film, de film en film, pour rencontrer des gens, mais aussi pour faire émerger et faire ressortir toute l'image de tes films. Et donc la bande-son de Ghost Song, mais qui est absolument géniale, que vous allez voir. Et donc c'est Jimmy Woo. Et comment ça s'est passé ta collaboration avec lui Alors Jimmy Woo, c'est marrant, c'est une des premières personnes vraiment, parce que le Screw, il y a pas mal de gens qui connaissent, mais pas tant que ça, je m'en suis rendu compte quand j'en parlais autour. Enfin vraiment, c'est au bout des gens qui sont vraiment très, ça reste quand même assez niche, même si c'est de plus en plus répandu maintenant. Au moment où je faisais Ghost Song, c'était quand même vachement niche. Et donc Jimmy, c'est un des premiers vraiment où je lui ai dit waouh, parce que j'étais avec Taylor et je me souviens que j'étais arrivé à Houston, même avant de faire Son Bell, il m'avait mis une cassette, c'était encore une cassette je crois, ou non, je sais plus, un CD, et il y avait un truc hyper ralenti, il faisait 50 degrés, 60 degrés ressenti, et elle me met ce son, elle me dit c'est du Xanax hip-hop, et je dis waouh, c'est hyper chelou mais hyper intéressant. Tout ralenti comme ça, elle mettait ça. Elle me dit mais ça vient d'ici et tout. Je dis ouais, ok, donc Texas c'est pas que cowboy. Et là elle me montre tout c'est elle un peu qui a été en fait mon entrée dans le hip-hop mon entrée, celle qui m'a un peu initié au hip-hop du sud. Et du coup à un moment plus tard je connaissais Jimmy parce qu'on grandit un peu dans le même quartier et à Paris.
Et quand je reviens en France, je lui parle de ça, et lui, il connaissait hyper bien, il avait puisé vraiment plein de ses inspirations là-dedans. Et du coup, il était venu voir Savon Bell, et, et c'est marrant parce que alors que le mec, quand même, Jimmy est quand même, il fait plein de trucs et tout, il est quand même assez connu. Et il m'avait dit, j'ai trop envie de faire ton prochain film, parce que c'est vraiment exactement le genre de... Il y a un truc, en fait, on s'est parlé, on s'est retrouvé un peu artistiquement sur le côté psychédélique, les errances, ça parle beaucoup de errances dans sa musique, dans la nuit et tout ça. Et donc, la plupart de mes potes avaient été un peu choqués, rebutés par Southern Bell, et lui, c'était un des seuls qui m'a dit, ah ouais, j'ai trop aimé, il était vraiment... Et du coup, quand j'ai fait Ghost c'était assez. J'ai même pas réfléchi 2 secondes, c'était lui. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il n'est pas américain, mais il a ce truc-là très américanophile sur la musique, etc. Donc il va vraiment. Il a son point de vue quand même, on sent que c'est un truc un peu. Il a son point de vue à lui, mais en même temps, comme un espèce de décalage sur la musique, comme un peu un fantasme en fait, un peu comme on voit dans Ghost et tout, de ce que peut être les États-Unis. Il y a un petit c'est un peu distordu sa façon de prendre, de s'inspirer de cette musique-là. Il y a quand même un point de vue moi je trouve qu'il reste le sien, quoi, un peu européen, avec des fantasmes, mais qui pousse un peu à l'extrême, voilà, dans la musique. Donc la fiction, elle est quand même, comment dire, elle est quand même importante dans ta vision. On a l'impression dans tes films, enfin, bon, nous en tant que Français, quand on voit tes films, on peut pas s'empêcher comme Jimmy Hood, d'avoir le fantasme des États-Unis, quoi. On n'arrive pas à se dire que c'est la réalité. À chaque fois, on a l'impression d'être dans une série télé ou je sais pas, on a du mal à se dire. Et donc toi, la fiction est importante aussi pour toi en tant que cinéaste. Tu dirais que tu es quand même influencé par tout ton univers de cinéphile, par exemple, quand tu réalises? Ouais, vraiment. Après, moi, je suis arrivé vraiment dans le docu un peu naïf avec pas du tout les codes du docu, avec l'envie de faire des films en disant je vais faire des fictions, ou je sais pas. Et sur Ghost Song, pareil, j'étais vraiment dans un truc d'essayer à travers. Finalement, il n'y avait pas tant de mise en scène que ça, à part 2-3 scènes, mais on en parlera après, je vais pas divulgacher. Mais vraiment sur Southern Bell et Ghost Song, c'était comment pousser à l'extrême et retrouver à l'intérieur du réel là-bas ce que j'avais connu, la fiction, même pousser un peu les clichés à l'extrême, les voir, les regarder. Et la théâtralisation de soi-même dans le hip-hop, dans l'opéra, il y a ce truc qui est très fort aussi, on joue des jeux, on a des alter-ego. Et ça, c'était un peu l'envie à ce moment-là quand j'avais fait Ghost Song. Mais les films qui m'avaient... Au début, moi, mes chocs d'adolescence, il y avait Gummo, mais ensuite, après, il y a eu plein d'autres trucs, beaucoup... dans le documentaire, les frères Muzzle, que j'aimais beaucoup aussi. Toujours des personnages un peu... on sait pas trop où on se place, quoi. On sait pas trop... Enfin, un peu décloisonné dans les codes docu-fiction. Mais après, j'adore aussi, évidemment, les documentaires de Wiseman, tous les classiques et tout ça, c'est des trucs que j'adore. Mais au début, c'est vrai que c'était une cinéphilie plus de mainstream, quoi. Plus mainstream. Ouais, Gummo, donc pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est un film d'Harmony Korine. Et c'est vrai qu'on ressent quand même ce côté-là, des personnes complètement marginales, des personnes désaxées qu'on ne voit jamais invisibilisées. Toi, tu as quand même un intérêt pour ces personnes-là, tu veux pas du tout montrer des personnes classiques, quoi. Enfin, il y a vraiment... Et c'est ça qui est intéressant quand on voit État limite, c'est parce que on voit à quel point c'est touchant aussi ta manière, enfin la manière dont tu poses ton regard sur ces personnes. Il y a un côté très... voilà, comme ce psychiatre un peu, enfin, tu te positionnes un peu comme une personne qui voudrait les sortir de la solitude, comme les personnes qui voudraient les montrer, quoi. Et donc ça, c'est très beau dans tes films, je trouve. Et, et ouais, non, et ce côté fiction. Et d'ailleurs, oui, ça me fait penser... Toi, par exemple, par rapport à un Wiseman, ou Frédéric Wiseman,
Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, donc c'est un documentariste qui nous a quittés là en février, qui a réalisé une quarantaine de documentaires sur toutes les institutions américaines, que ce soit l'hôpital, une salle de boxe, l'université de Berkeley. Enfin, il a tout fait, quoi. Et toujours dans un style très... où lui, il est totalement invisibilisé, quoi. Il est totalement derrière, on ne l'entend pas du tout. Il laisse totalement l'action se passer devant lui et les personnes être dans leur quotidien, quoi. Il y a vraiment un truc de simplicité extrême, mais qui est en même temps la chose la plus sophistiquée qui soit. Et à l'inverse, on a par exemple Jonathan Cawet, vous avez pu voir Tarnation juste avant, qui est total opposé à Frederick Wiseman, où là, il sort de tous les pores de chaque photogramme, dans chaque son, il est présent, quoi. Donc toi, tu te situerais plutôt où tu as envie d'être là et en même temps pas là, c'est quoi ton idée? Moi, c'est vraiment je me situe comme un cancre vraiment du cinéma. C'est-à-dire que je sais pas du tout. À chaque fois, je vois les films que j'ai fait avant, je me dis c'est vraiment de la merde. Donc, plutôt ça. Mais donc, entre Wiseman et Cawet, je vais avoir du mal. Mais ouais, parce que j'ai l'impression de tout le temps apprendre et de changer ma cinéphilie. Au fur et à mesure, je vois des films que j'ai pas vus parce que j'ai pas eu cette culture-là, en tout cas cinéphile, documentaire et tout. Et du coup, quand je vois des trucs de Wiseman, je dis putain, mais c'est tellement de la merde, Southern Belle et Ghost Song. Non, mais vraiment, et après, c'est pas grave, tant mieux, là, sur mon prochain, je vais essayer de faire du Wiseman, mais je vais pas y arriver. Mais. Non, je rigole, mais oui, c'est tout le temps, moi, c'est l'enfer. C'est un cauchemar. Bon, c'était pas le but de cette question, mais... Non, mais je rigole, mais pour être honnête sur ça, c'est que j'ai pas du tout fait d'école de ciné, j'ai arrêté l'école à 13 ans, donc je suis en perpétuel cancre. Pardon, je fais ma thérapie là, mais oui, à chaque fois, je me dis, putain, j'ai honte, quoi. Pas du tout. Ouais. Mais justement, souvent, tu dis qu'on te reproche de mettre trop de musique dans tes films. Ils ont raison. Par exemple, moi, je trouve que Ghost Song, la musique, c'est un personnage... Non, mais Ghost Song, ça va, ouais. Ouais, ça va, tu l'acceptes. Oui, parce qu'il y a le hip-hop, il y a le machin. Tout est lié, c'est important, ça fait partie du film. Oui, quoi. ça fait partie, c'est vrai. Donc c'est important, s'il n'y avait pas la musique, ce ne serait pas le même film du tout. Et voilà, et justement, dans le documentaire, la musique extra-diégétique, donc c'est ce qui n'est pas dans le film, ça veut dire que c'est pas d'un coup, il y a une radio à l'écran et il y a de la musique qui sort. Là, ça a été ajouté. On voit, par exemple, que c'est hyper utilisé aussi chez d'autres cinéastes. Jonathan Cawet, encore. Ouais, c'est vrai. Du coup, plus chez les Américains, peut-être, il y a ce truc-là de musique. Oui, c'est ça. Qui est moins tabou. Ouais, mais toi, ton cinéma est en fait influencé par les Américains. Je pense qu'au début, les trucs vraiment qui m'avaient marqué, j'avais pas vu énormément de documentaires, c'était Jonathan Cawet et des trucs comme ça. Voilà. Je sais plus. Ouais. Ah, une question dans la salle. Oui. Du coup, je me demandais si tu n'as pas fait d'école de cinéma, qu'est-ce qui t'a lancé dans l'idée de prendre une caméra et d'aller filmer ce premier film, ou peut-être que tu as fait un truc avant. Qu'est-ce que c'était l'impulsion? Je me suis dit à un moment, il faut faire quelque chose dans la vie. J'ai rencontré Taylor, qui avait été une histoire, je disais tout à l'heure, une histoire d'amour, ensuite c'est resté une amitié et tout. Et elle m'a introduit dans son milieu, j'avais vécu à Houston, et du coup il y avait cette histoire, moi, qui me taraudait sur faire un film sur l'argent, ce que c'est aussi que d'hériter de l'argent, de ce qui se passe autour, et le côté un peu télé-réalité de sa vie. Ça, j'ai eu envie télé-réalité, truc surjoué un peu de tout ce qui se passait autour de sa vie, et j'ai eu envie de faire, c'est ça qui m'a donné envie c'est le réel qui m'a donné envie, le réel entre guillemets, de faire, de filmer, j'ai commencé à écrire un dossier, à en parler tout le temps, c'est vraiment une obsession en fait, un truc genre. Et en fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un truc à un moment que tu veux
chercher, que tu as besoin d'éclaircir en toi, que tu vois chez quelqu'un, comme un miroir, et qui devient une espèce de petite obsession, t'en parles à tout le monde. Et grâce à ça, en parlant, je pense qu'il y a un truc qui s'est transmis. Et j'ai eu une amie à un moment qui était sortie des arts déco, qui m'a dit ah ouais, moi j'aimerais trop faire ce truc-là, et du coup elle m'a aidé. Donc voilà, tu vois, ça s'est fait un peu comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Ah, madame. Très très profane, mais c'est choqué, mais documentaire et fiction, pour moi le documentaire c'est pas de la fiction. Et vous parlez de fiction, donc... C'est pas une question alors. C'est pourquoi vous introduisez dans votre propos et dans votre échange cette notion de fiction. Dans Southampton, où est la fiction? Dans ce qui est écrit ou ce qui n'est pas écrit? Bah... Non, je réfléchis, pardon. Non, c'est pas... non, mais c'est une très bonne question. Après, c'est vrai qu'il y a plein de façons différentes d'envisager ça. Moi, c'est sûr que je l'ai financé comme un documentaire, le film. Après, à un certain moment, quand on pose une caméra, quand on fait du montage, mais même Wiseman, qui est le plus puriste des documentaristes, dirait, en fait, moi j'écris, c'est comme écrire des romans, en fait, le montage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la fiction qui vient à ce moment-là. Après, moi, je pousse plus les curseurs de fiction docu parce que aussi mes choix et mes goûts, les gens que j'ai envie de filmer, et il y a plus de musique et il y a une espèce de mise en scène, mais c'est vrai on pose moins la question quand il y a écrit fiction. Après, moi, je trouve que les carcans, que ce soit fiction dans les genres en fait musicaux, dès qu'il y a un genre, ça me fait chier. Dès qu'on dit ça c'est du hip-hop, ça c'est du... J'aime bien, moi, les musiques que j'adore, c'est les gens par exemple, Dean Blunt, qui est un musicien anglais que j'adore, qui mélange tous les genres. Et c'est marrant, je l'entendais parler la dernière fois, il disait en fait les gens qui, je le cite, il disait les gens qui posent des genres qui sont très attachés aux genres musicaux, c'est des gens qui sont, je parle pas pour vous, pardon, mais c'est des gens qui sont fondamentalement souvent des gens qui ont une forme de préjugés sur les choses. Et je trouve que le documentaire, de poser des genres sur fiction, documentaire, même tout, la musique, je trouve ça compliqué. Et donc c'est pour ça que aussi j'aime bien aller dans les endroits où c'est brouillé, quoi. C'est à quel point on est aussi inspiré par ce qu'on regarde tout le temps, par les séries, par ce qu'on lit, par la littérature. Quelle est la part de fiction dans notre vie? C'est tout le temps un théâtre, en fait, et même le grand Wiseman, il le dit tout le temps, il y a une espèce de comédia de la vie. Donc voilà, je sais pas si ça répond, mais... Oui, c'est ça, et comme dit Nicolas, c'est que le documentaire, c'est jamais vraiment du documentaire, c'est toujours la lisière entre la fiction et le documentaire, et de même que la fiction, il y a du documentaire. Par exemple, on parlait d'Harmony Korine tout à l'heure. Ces films, il y a une grande portée documentaire aussi. Il va à la rencontre des gens dans la rue, d'un coup il les met dans ses films. Voilà, il y a le quotidien qui est là. Il y a quelque chose de la réalité en fait qui est pas du tout joué ou écrit. Donc tout est toujours un peu mélangé. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup de fiction aussi. Et on parlait de fiction parce que dans les films de Nicolas en particulier, il y a ces personnes qui sont presque des personnages. En fait, on a tendance à dire d'ailleurs personnages en parlant de David, de l'oncle, parce que cette façon de s'exprimer, on dirait qu'il sort du théâtre, on dirait pas du tout que c'est quelqu'un qu'on va croiser dans la rue. Et voilà, c'est pour ça qu'on a tout de suite le mot de fiction qui sort de manière... Après, c'est parce qu'on est français aussi, parce que moi, quand je vais en Italie, des gens comme David, je suis italien aussi, il y en a plein tout le temps. Enfin, on a une vision très aussi... on a tendance à dire, c'est des clichés, ou c'est des caricatures, mais je me souviens, moi, au début, je détestais... J'avais pas vu Les Sopranos et je détestais la représentation qu'ils avaient des Italo-Américains. Je me disais, putain, le cliché et tout. Et quand j'ai vu le truc, en fait, je me suis dit, c'est marrant parce qu'il va observer les clichés. Ils sont hyper clichés, hyper caricaturaux. Pas le personnage principal, mais les autres autour.
Et en fait, après, ça, il va vraiment. Et je trouve ce côté-là de regarder en face ces trucs-là, c'est aussi très français d'avoir l'impression que des gens qui débordent. Moi, je suis français aussi, hein, je me permets de dire. J'ai italo-français, mais c'est très français de penser que des gens qui débordent un peu comme ça sont des caricatures. Oui, c'est vrai. Et c'est un peu un pied de nez qu'on est en train de faire en montrant tes films, justement, en montrant que des personnes excentriques qui sortent du truc et ça fait du bien. Une dernière question, parce qu'après ça va être terminé, on va découvrir Ghost Song ensemble. Donc, est-ce que quelqu'un voulait demander quelque chose? Non? Bon. Et ben dans ce cas, on va découvrir Ghost Song. Merci. Merci Nicolas. Et Merci.